Bonjour YouTube. Ouais. Ah, attends, mais du coup, sur Twitch, c'est marqué déconnecté. Bonjour, vous êtes désespérément déconnecté. Ah, c'est un sketch. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, sur Twitch, on est déconnecté. Moi déjà, je pense que je vais me déconnecter, me reconnecter, étant donné que t'as frisé, histoire de pas t'avoir en freezing. Eh ben, vas-y, ouais. De toute façon, là, c'est la misère, hein, les trucs techniques, on est en galère. Donc, on est en direct sur YouTube. Nous avons 0 spectateurs, naturellement. Bah oui. Par contre, nous ne sommes pas en direct sur Twitch. Très bien. Et je ne comprends pas pourquoi. Je pense que je vais arrêter et relancer, du coup. Yes. C'est l'enfer, parce que comme j'ai lancé, du coup, sur YouTube, ça marche pas parce que... On dirait il sait pas dans quelle case mettre le stream, tu vois. Genre en fait tu programmes un stream et du coup quand je retourne sur le truc, alors que là on est censé être en train de diffuser, ça marque flux terminé. Mais vas-y, là c'est revenu. Juste ça met un petit moment. Sur Twitch en fait il y a pas de... Il y a rien quoi. Je comprends pas. Et... Le fiasco. et là t'as refrisé. Ouais. Mais il faut traiter un problème à la fois. On va traiter tous les problèmes en même temps. Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on live ou pas? Là, on est en live, Antoine. Ah oui. Nous avons commencé le live. Il y a... super. Il y a 2 minutes. Bon, bref. On se le fait ce react là parce que moi j'en peux plus quoi. Ça fait 1 heure qu'on galère avec des trucs techniques. Ça fait pas 1 heure, ça fait 2 heures quoi. Ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. On voit la concentration. Regardez la concentration à l'œuvre. C'est passionnant de regarder la concentration. Moi j'aimerais bien me regarder concentré. Bonjour. Bah ouais, bonjour Antoine, quel plaisir de te retrouver sur le premier stream de la fugue, qui est une catastrophe technique totale, ce qui a priori est normal. Hein. Les gens nous pardonneront. Les gens nous pardonneront, de toute façon les gens n'existent pas. Les gens finiront par exister. Ils sont 0. Moi, j'aimerais bien qu'ils finissent par exister, effectivement. Mais oui. Si peut-être, toi, présente-toi un peu, parce que moi, tu vois, je suis l'hôte, je suis le truc, la fugue et compagnie, tu vois, il y a une présentation sur la chaîne, on s'en bat les couilles, mais par contre, toi, tu peux dire ce que tu fais là? Eh ben, qu'est-ce que je fais là? Eh ben, moi, je suis Antoine, je suis intéressé par l'éducation populaire et les conférences gesticulées depuis un moment. J'ai fait une formation pour faire une conférence gesticulée, mais j'imagine qu'on en reparlera. Conférence gesticulée que je n'ai jamais sortie. Mais pareil, on en reparlera aussi. C'est pas grave, hein. Écoute, est-ce grave, JS? Ah non, moi je pense que on peut faire des choses sans forcément... Sans forcément les finir. Un résultat, ouais. Comme ce stream. Voilà. Exactement. Non, et sinon, je suis plutôt dans le jeu vidéo avec mon association Random Bazar, où on organise toutes sortes d'événements divers et variés, et entre autres des ateliers qui sont pas mal inspirés par certaines définitions de l'éduc-pop, mais je suis sûr que nous allons revenir aussi là-dessus pendant le React. On se proposait de regarder une interview avec Franck Lepage, Anthony Pouliken, je ne sais pas comment on dit, et Katia Baclé. Donc la première qui est... On ne sait pas trop se défendre comme ça. Parcours, pourquoi maintenant vous faites des conférences gesticulées? Allez Franck, lance-toi. Oh là là, le début. C'était la première, après une conférence gesticulée. C'était le premier. L'ambiance.
Putain. Je sais pas en fait. Comment ça a commencé? Non, on va pas partir là-dessus. Ouais. T'avais vu ça, toi? Ouais. On va se présenter un peu en trois mots. Enfin, Ouais, tout simplement. moi, je viens de l'éducation, enfin de Ah là, ça fait pas envie. Hein. que j'avais compris et que je trouvais utile. Ça décolle après. Par contre, il parle développement local. Toi, qu'est-ce que t'entendrais par là? Parce que du coup, tu vois, j'avais pas tilté sur le truc. Je crois qu'il l'explique pas plus tard. Ah, je pense que ça fait référence à sa conf sur la culture, là, où il explique les différents tu vois, éléments de langage qu'il devait manipuler pour pouvoir aider des structures à récupérer de la thune auprès du ministère. Peut-être. Et du coup, en fait, c'est sa réalisation que quand il expliquait aux gens que leur projet culturel devait s'inscrire dans des logiques de développement local, en fait, c'était juste un bullshit libéral insupportable, quoi. Et c'est vrai que là, ils ont l'air tout... on dirait qu'ils sont pas contents d'être là, quoi. Non, je sais pas, ils ont l'air surtout un peu décontenancés. Ils ont l'air un peu décontenancés. Mais non, mais après ils se lancent. Mais parce que je crois que, enfin, ils le disent un peu plus tard, mais je crois qu'ils ont fait une conf, un atelier la veille, etc. Enfin voilà, ils ont dû bosser la veille, donc ça se trouve ils sont un peu fatigués Voilà, mais ça va mieux après, tu vas voir. Ok. Mon entrée dans la conférence gesticulée, ça a été une façon de désinstitutionnaliser mon lien à l'éducation populaire. Commencer à en faire. En fait, il y a un vocabulaire qui est... Il y a un vocabulaire qui est quand même puissamment jargonneux, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des critiques du jargon capitaliste, libéral, etc. Mais ils en parlent après. Ils en parlent après, justement. C'est intéressant ce qu'ils disent là-dessus. Okay. Qu'est-ce que pour toi c'était quoi le jargon pour toi? Eh ben, tu vois, quand il dit je sais pas, l'animation socioculturelle comme vecteur d'émancipation, etc., etc. En fait, si tu connais rien à l'éduc-pop, enfin, moi j'essaye de réfléchir. Si je connaissais rien à l'éduc-pop, je pense que je comprends rien là à sa présentation. Ils sont plus clairs après, je pense. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais eux, ça, ils vont pas le qualifier de langue de bois. Ils vont le qualifier de sociolecte. Mais je spoil un peu le reste de la vidéo. On sait que dans le concret, c'est souvent les femmes qui gèrent l'éducation. C'est souvent des hommes. C'est que des hommes à haut diplôme. Et c'est souvent des vieux. Des vieux, je dis sans toute gentillesse, mais des hommes de moins 50 ans, 60 ans. Ouais, ça, c'est une maladie dans le milieu de l'éducation populaire. Tout le monde est vieux, quoi. C'est un truc... de ouf. Moi, je le vois au taf... dans les mouvements et tout, regarde les photos de conseillers d'administration moi je parle des grands mouvements d'éducation populaire, des grandes fédés, des trucs comme ça. C'est les âgés, t'es à l'EHPAD, quoi. C'est que des vieux de la vieille, quoi. Ouais, après j'imagine que sur le terrain, du côté des animateurs, ils sont beaucoup plus jeunes. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, du coup, il y a une grosse dichotomie entre les gens qui, on va dire, dirigent les structures d'éducation populaire et puis les gens qui les font vivre sur le terrain, quoi. Bien sûr. Donc c'est un spectacle politique nécessairement anticapitaliste, forcément, qui consiste à essayer de comprendre. Il peut pas y avoir de conférence gesticulée de droite. Ouais, mais alors justement, ils vont en parler juste après. Non, et puis même au-delà de ça, il peut y avoir un monde, il peut bien y avoir des conférences, je sais pas, des conférences gesticulées réformistes ou quoi. Après, ça c'est la politique du coup de l'Ardeur, du coup de la scope de Franck Lepage & Co. Enfin, en tout cas, l'ancrage fortement anticapitaliste. Je suis pas sûr qu'il soit véritablement partagé par toutes les scopes et toutes les associations en France qui font des formations de conférences gesticulées. Okay. Moi, du coup, j'ai suivi la formation donc à Strasbourg avec la scope La Braise. La Braise, les gens qui dirigent La Braise, ils sont anticapitalistes. Ok. Par contre, il va pas y avoir une sorte de test ou de questionnaire, si tu veux,
te faire former par eux si tu veux faire une conférence gesticulée auprès d'eux. Ils vont pas te faire un espèce de questionnaire du parfait petit marxiste communiste et savoir si tu es anticapitaliste ou non. Je sais pas si toutes les personnes qui étaient dans la promo avec moi se déclaraient anticapitalistes, quoi. Et je sais pas, bon, j'imagine ils ont une idée très précise là, nos trois amis de ce qu'est l'anticapitalisme. Je suis pas sûr qu'une Ouria Boutelja ait la même vision de l'anticapitalisme qu'un Franck Lepage ou autre. Oui, c'est possible. Bah, moi, je connais pas trop la pensée d'Ouria, mais après, franchement, enfin, tu vois, le format conférence gesticulée, il est pas si éloigné que ça d'un format qui peut être parfaitement de droite, qui est le format des conférences TED, en fait, quoi. Exactement. Pour moi, les TED, c'est les conférences gesticulées de droite. Carrément. Donc en fait, la seule raison qui fait qu'une conférence gesticulée est forcément anticapitaliste, c'est parce que son créateur, Franck Lepage, déclare qu'une conférence gesticulée est forcément anticapitaliste, quoi. Il y a un truc qui est performatif là-dedans, quoi. Vous avez... ouais, on l'a, on l'a. Trotskiste. Moi, je ne suis pas absolument. Trotskiste, personnellement. On n'en a pas parlé, ils vont pas en parler non plus dans la vidéo, mais Franck Lepage, il a notamment deux grosses conférences gesticulées. Bah, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu, lui, et que j'ai connu tout le mouvement après derrière. Je crois que c'est toi d'ailleurs, en fait. Je me demande si c'est pas toi qui me l'avais montré. Ou, enfin voilà, ça popait à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a presque 15 ans, je pense, il y a peut-être 13-15 ans déjà. Et en fait, il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc, c'est effectivement les conférences gesticulées. Donc c'est des conférences politiques censées être faites par des gens illégitimes, donc des gens qui montent sur scène, qui vont raconter leur vie de façon politique. Donc c'est des gens qui sont pas du tout censés être des acteurs. Voilà, c'est censé être complètement des amateurs. Mais là, encore une fois. Donc sur la plupart des gens qui vont faire des conférences gesticulées, ok, c'est des amateurs, c'est des gens qui savent pas spécialement jouer, etc. Mais quelqu'un comme Franck Lepage, mais il sait jouer. Et même Anthony Pouliquin, je veux dire, c'est des gens, c'est peut-être pas des acteurs professionnels, mais c'est quasiment tout comme. Donc du coup, les gars, ils créent un concept. Enfin, ils créent un concept du coup où ils veulent que des illégitimes s'avancent sur scène et en quelque sorte fassent comme eux, sauf que eux ont quand même des compétences assez grandes en la matière, quoi. Vous voyez une conférence les conférences d'Anthony Pouliquin ou de Franck Lepage, bon, on n'est pas tous capables de pouvoir faire la même chose sur scène. Enfin voilà, Lepage, bon après ça fait un moment qu'il fait ça, mais voilà, il sort des blagues comme ça, il a une super élocution, il est drôle, il est catchy, enfin voilà. Toi, c'est pour ça que tu l'as pas joué, la tienne? C'est parce que l'exercice du seul en scène est trop effrayant, quoi? Parce que non, pour moi, ce truc-là est pas effrayant, parce que je fais pas des confs gesticulés à côté, mais je fais un format qui s'en rapproche un petit peu, qui est un format de conférence un peu ludique, interactive. Bref, je vais pas détailler ça ici, c'est pas le sujet. Donc ça me gêne pas de monter sur scène. C'était particulier, moi, l'année où j'ai fait la formation, c'était l'année Covid, c'était 2020. Donc on n'a pas pu faire notre sortie de chantier. La sortie de chantier, c'est en gros, c'est la sortie de résidence, une session test publique. Donc j'aurais pu faire la sortie de chantier l'année suivante, mais bon, bah voilà, la vie étant ce qu'elle est, j'avais plus vraiment le temps de me consacrer à ce truc-là. Ok, moi, parce que tu vois, enfin, moi par exemple, il y a des différents sujets sur lesquels je sens que j'aurais des choses à dire dans un format conférence gesticulée, mais l'exercice d'être, tu vois, seul en scène et d'être le point d'attention, etc., il est insurmontable pour moi. C'est impossible que je me sente suffisamment à l'aise pour faire un truc comme ça. Et après, la solution à ça, c'est de trouver d'autres gens avec qui faire ta conf, mais faut les trouver, en fait, les gens qui ont un peu des parcours qui ressemblent aux tiens, qui ont un peu les mêmes messages et tout. Donc pour moi, le format, il n'est pas si évident que ça dans le fait de donner la parole aux illégitimes, quoi. Mais bon, ça, c'est une limite. Je sais pas si c'est une limite indépassable, mais
ça va être compliqué d'aller au-delà. Alors après, justement, enfin, l'un des travails qu'ils viennent d'évoquer là, à travers la conférence Les Incultes. Donc la conférence Les Incultes, pour expliquer ce que c'est super intéressant. Les Incultes, en fait, c'est une conférence gesticulée très particulière, parce qu'en gros, c'est une conférence qui va se faire sur 5 temps, 5 étapes, 5 questions. C'est-à-dire, ils vont lancer, bon, voilà, tu vas être dans le public, donc tu vas assister à cette conf Les Incultes. Sauf qu'en fait, la conf Les Incultes va inviter les gens du public à monter sur scène et à donner une anecdote sur un truc très précis. La première étape, c'est donner une anecdote sur son prénom. Généralement, pourquoi tes parents t'ont donné ce prénom. Deuxième étape, une anecdote de toi à l'école. Troisième étape, une rupture dans ta vie. Une rupture un peu au sens plutôt politique. Et je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière étape, c'est le moment où tu as réalisé, où tu as conscientisé ton statut dans la société. Voilà. Donc à travers Les Incultes, ils invitent les gens à réagir là-dessus, à venir du coup sur scène. Donc c'est quand même encore un truc, c'est quand même un palier un peu à surmonter. Mais je pense qu'il est peut-être un tout petit peu moins compliqué que vraiment la conférence gesticulée, puisque en plus, normalement, pour la conférence gesticulée, t'es quand même théoriquement censé, en tout cas pour rejoindre vraiment la communauté conférence gesticulée, t'es censé quand même faire la formation de 1 an. Moi, l'ayant fait, je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et justement, je pense que là, toi, tes problématiques, tes questionnements de dire je sais pas si je serais capable, blablabla, de venir tout seul avec un sujet, je connais pas les gens, bah justement, ça, t'es censé un peu le résoudre ou le travailler pendant la formation. Et à côté de ça, voilà, les Incultes, c'est quand même un palier moindre, un palier un petit peu moins compliqué. D'ailleurs, voilà, avant de faire la formation auprès de la Braise, je suis allé à une session des Incultes. Et je ne suis pas intervenu une seule fois. Enfin, c'est pas grave, parce que tu travailles quand même, en fait. Dans le sens où, d'ailleurs, ils le disent à la fin. Enfin, normalement, les animateurs des Incultes sont censés le dire à la toute fin. Donc, ils disent, voilà, ceux qui sont montés sur scène, applaudissez-vous, bravo, merci. Et ceux qui ne sont pas montés sur scène, applaudissez-vous, merci. Et voilà, en disant que finalement... moi, ça, je le fais avec les gamins. Hein. Ça, je fais des jeux avec les gamins où à la fin, on dit, ouais, mais en fait, vous avez tous gagné, c'était super et tout. Mais c'est pas une histoire de gagner. Il y a un vrai truc, quoi. Mais c'est pas une histoire de gagner. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec gagner ou perdre. Tu fais quoi, toi, comme jeu ? C'est quoi ton jeu où tu dis que tout le monde a gagné ? Eh ben, ça peut être différents jeux. Ce que je veux dire par là, évidemment, je parle pas littéralement, mais il y a un truc où c'est une façon de reconnaître aussi un peu la limite du dispositif, de dire, ouais, en fait, ce dispositif ne permet pas à tout le monde de s'exprimer à égalité, et c'est tout, quoi. Et c'est une façon, à mon avis, de le reconnaître, de la même manière que moi, quand je fais un jeu et qu'à la fin on dit que tout le monde a gagné, c'est parce que je reconnais que je n'ai pas trouvé de mécanique de jeu ou de règles qui permettraient à tout le monde de sortir parfaitement gagnant et satisfait de la nature compétitive de ce que j'ai proposé, quoi. Ah oui, mais parce que ton truc a une nature compétitive. Les Incultes, les Incultes n'a pas de nature compétitive. Si tu avais fait un jeu totalement coopératif, le truc aurait été différent. C'est pour ça que je te titillais sur le terme gagner. Là, dans les Incultes, là où je reçois, où je trouve que c'est cohérent de dire merci à ceux qui ont participé, merci à ceux, c'est même, non, c'est pas ça. Merci à ceux qui sont montés sur scène, merci à ceux qui ne sont pas montés sur scène. C'est aussi une façon de dire, parce que même toi, si tu bouges jamais tes fesses jusqu'à la scène, en fait, les anecdotes, tu vas te les raconter en même temps, en fait. Donc peut-être tu vas pas les raconter aux autres, ça a été mon cas, mais même si tu ne participes pas sur scène au truc des Incultes, t'as quand même participé, peut-être au moins intérieurement. C'est juste que tu l'as pas partagé aux autres. Ouais, t'as de l'opprimé, tout ça, de ouf. Ouais. Ça ressemble. Ouais. C'est une inspiration, je pense. Il en a déjà parlé, Lepage
Là, dans cette conf précisément, je crois qu'il l'évoque un tout petit moment, mais je l'ai jamais entendu faire de lien très fort. Moi, le théâtre forum, j'ai connu vraiment beaucoup plus tardivement que les conférences gesticulées. Et il me semble que la différence principale entre pas mal de conférences gesticulées et le théâtre forum, c'est qu'on va quand même avoir pas mal de conférences gesticulées où on a une seule personne sur scène, quoi. Après, oui, effectivement, il y a des conférences gesticulées qui sont réalisées où on a plusieurs personnes sur scène, mais la grosse majorité, c'est une seule personne. Oui. Et puis et à mon avis, c'est là où ça prend tout son sens. Et la dimension participative du truc, elle est moins quand même présente. Enfin, tu vois, les conférences gesticulées que moi j'ai vues, il y avait souvent des ateliers, tu vois, soit pendant les entr'actes, soit avant, soit après, etc. Mais la conférence elle-même, en fait, donnait pas la parole aux gens. C'est pas le format, quoi. C'est pas à ça que ça sert, en fait, quoi. Non, clairement. Bah, à part, justement, c'est là où les incultes vient un peu résoudre cette problématique-là. Et oui, tu as tout à fait raison. Les conférences gesticulées, généralement, c'est absolument pas, quasiment pas participatif. Mais effectivement, tu fais bien d'évoquer ce truc d'atelier, parce qu'on nous encourage, sur la formation en tout cas que moi j'ai suivi, on nous encourage de compléter notre conférence gesticulée par un atelier. Et effectivement, je pense qu'une conférence gesticulée sans atelier, c'est pas problématique, mais c'est dommage. C'est incomplet. problématique. Non, mais c'est incomplet. C'est incomplet, je pense. Je pense vraiment la conférence gesticulée mérite d'être adossée à un atelier. Ah ouais? Et un atelier, du coup, sans conférence gesticulée, c'est incomplet? C'est différent. C'est plus une conférence gesticulée. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais une conférence gesticulée sans atelier, ouais, c'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu... Je vous emmerde, je vais prendre la parole et je vais estimer que j'ai des choses à dire que personne d'autre que moi ne peut dire. Ça, c'est cool, hein. C'est vraiment, c'est vrai que c'est un gros intérêt, un grand classique. C'est pour ça que le dispositif, même s'il est centré sur une personne et qu'il est un peu spectaculaire, il est quand même puissamment émancipatoire. C'est ce truc-là, tu vois, où nous, on est dans des... notamment dans la vie professionnelle, on est dans des structures dans lesquelles en fait on est des exécutants de projets qu'on n'a pas choisis, quoi, et qu'on nous demande pas de connaître, d'étudier dans le détail, tu vois, d'aller chercher en profondeur dans la théorie et l'abstraction. Et c'est ça une conférence gesticulée, quoi. C'est un moment où t'es animateur, t'es travailleur social, t'es machin, et où tu peux aller lire des bouquins et dire ah ouais, en fait à la lumière de ce que je vois dans la théorie, je peux parler de la réalité, quoi. Bon, je trouve ça un peu bizarre qu'ils le présentent uniquement comme ça, le page. Ils doivent être vraiment fatigués là, les trois, hein, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, il y a plein de trucs. Je sais pas s'ils les oublient ou s'ils veulent synthétiser ou quoi. Mais il y a un truc ultra important en tout cas moi de ce que j'ai appris dans la formation des conférences gesticulées, c'est ce qu'ils vont appeler d'un côté les savoirs chauds et de l'autre les savoirs froids. C'est super intéressant parce que justement c'est ça aussi l'un des leviers d'émancipation, de légitimation aussi de la personne, c'est de faire reconnaître donc le savoir chaud, ce qui va plutôt être ton expérience, ton vécu, tes anecdotes, ce que tu as pu un peu réfléchir à propos de ta vie, donc ça c'est du savoir chaud, c'est aussi du savoir. C'est autant du savoir que le savoir froid. Donc savoir froid, un universitaire qui parle dans une conf, un bouquin, etc., quoi. Il y a des différences entre les différents organismes de formation qui vont faire des formations sur les conférences gesticulées. Moi, j'ai l'impression que la différence dans ce que moi j'ai suivi par rapport à ce qu'ils font à l'Ardeur, c'est que nous, on n'avait pas d'obligation théorique. J'ai l'impression quand ils parlent le page qu'à l'Ardeur, si tu fais leur formation, t'as des espèces de devoirs où ils te donnent des bouquins et ils te disent ah ok ton sujet c'est ça,
ah d'accord, ton sujet c'est le travail, tiens, va bouffer du Bernard Friot, quoi. Nous, c'était pas du tout ça, pas du tout. On a fait on a fait ce qu'on appelle de l'arpentage, donc de la lecture collective, un petit peu d'ouvrages théoriques, etc. Mais c'était minime dans l'année de formation, quoi. C'était vraiment minime. Alors quand je dis année, c'était pas une année complète, c'était 4 semaines étalées sur un an. Ok. 4 ou 5 semaines, je sais plus. Mais ouais, non, ce truc théorique. Et justement, moi, j'ai vu dans la promo des gens que ça pouvait intimider de devoir lire des bouquins, de la théorie, des machins, des bidules. Donc, je pense que, enfin, je sais pas si c'est ce qu'ils font à l'Ardeur, mais si tu commences à faire une formation conférence gesticulée et que tu commences à dire aux gens, faut que tu lises ces bouquins, faut que tu lises des bouquins obligatoirement, machin. Je sais pas si, là pour le coup, je pense que tu peux en faire fuir certains. Ouais. En plus, moi, je trouve vraiment que les conférences gesticulées, les conférences les plus intéressantes, c'est celles qui réussissent cette conjugaison entre du savoir froid qui éclaire des expériences de vie chaudes, etc., etc. Mais moi, j'imagine tout à fait pouvoir regarder et m'intéresser à une conférence dans laquelle il y a que du récit de vie, parce qu'en fait, ça éclaire le réel aussi, quoi. Ce qui est d'ailleurs la même chose quand t'as un universitaire qui fait une conférence et qui te présente des résultats d'études. C'est intéressant aussi. Ça a une valeur, quoi. Oui. Mais le truc, c'est que là où l'universitaire va être visible, va pouvoir publier, va être lu et relu par des étudiants, etc. Le pélo qui ne fait pas un travail intellectuel, lui en fait, à part dans un espace comme celui de la conférence gesticulée, on ne connaîtra jamais en fait son récit de vie et son histoire, quoi. Je veux pas spécialement parler de moi, mais d'autres gens qui ont pu peut-être faire des formations, parce que je pense qu'il y a absolument pas que moi qui ai fait une formation pour faire une conférence gesticulée et qui l'a jamais sortie. Mais je pense que même en faisant une formation sans la sortir, ta formation n'a pas servi à rien, parce que voilà, t'as réfléchi sur ta vie, sur certaines choses, sur ton sujet, voire sur d'autres sujets. Moi, j'ai vu des gens changer de sujet pendant la formation. Donc voilà, c'est pas du tout un travail psychologique, mais c'est quand même un travail sur toi-même, la formation, une réflexion sur toi-même, la formation conférence gesticulée. Carrément. Il n'y a pas de définition d'éducation populaire, c'est très important. Il n'existe pas de définition sur laquelle qui que ce soit d'accord. Par exemple, la Ligue de l'enseignement considère que ce qu'on fait, c'est pas de l'éducation populaire. C'est de l'agitation politique, de la propagande, ce que tu veux, du militantisme. Nous, je pourrais considérer que la Ligue d'enseignement ne fait pas d'éducation populaire. Alors attends, ça veut dire que est-ce que c'est ce qu'ils pensent que des gens à la Ligue pensent, ou est-ce que il a vraiment eu une conversation, tu sais toi? T'es dans les coulisses ou pas là-dessus? Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos, et puis bon, non, je pense, j'imagine qu'il a dû avoir des discussions avec peut-être certaines personnes de la Ligue de l'enseignement, mais la Ligue de l'enseignement, c'est un truc énorme, déployé sur toute la France. J'imagine qu'ils ont un peu une ligne commune. Après, est-ce qu'ils ont tous un set à village? J'en ai aucune idée. Ah bah c'est sûr. Après, ça m'étonnerait pas plus que ça, qu'ils aient dit ça. Qu'il ait croisé des gens qui disent ça, quoi. Mais effectivement, la Ligue de l'enseignement, énorme association d'éducation populaire, une des plus grosses, très très proche du ministère et très très proche des politiciens au pouvoir aujourd'hui notamment. Donc, je savais pas. Si, ouais. En fait, la Ligue de l'enseignement, c'est un peu les origines de la Ligue de l'enseignement, c'est des Jules Ferriens ouf, quoi. C'est l'éducation pour tous, etc., etc. Et ça, c'est un truc. Peut-être qu'à une époque, on aurait pu qualifier la Ligue de l'enseignement de mouvement d'éducation populaire politique,
mais clairement, ils se sont institutionnalisés vite. Et aujourd'hui, en tout cas, ils représentent un courant de l'éducation populaire qui est très... voilà, qui, pour les gens qui sont plus sur de l'éduc-pop critique, politique, revendicative, militante, la Ligue de l'enseignement, c'est vraiment... ça représente quelque chose de très ronronnant et de très... de pas très engagé, quoi. En tout cas, pas très engagé contre les structures de pouvoir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des individus à la Ligue de l'enseignement, tu vois, qui pensent différemment? Ça, c'est sûr. Moi, si on m'avait proposé un job cool à la Ligue de l'enseignement, eh ben, en fait, peut-être que je l'aurais pris, tu vois, même si je me reconnais pas forcément dans les valeurs du mouvement en lui-même. Donc, ça veut rien dire. Peut-être que tu l'aurais pris, que tu serais reparti et que tu en aurais fait une conférence gesticulée. Oui, bah, moi, je m'étonne qu'il y en ait pas. Alors, peut-être qu'elle existe. D'ailleurs, je connais pas toutes les conférences gesticulées, mais des gens qui ont vécu, tu vois, des boulots d'animateurs dans des grands mouvements d'éducation populaire qui sont assez éloignés dans la pratique des valeurs qu'ils affichent. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu de conférence comme ça. Il doit y en avoir, je pense. Ouais, il doit y en avoir. C'est vrai que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que je sais pas combien il y en a maintenant des conférences gesticulées, mais en tout cas d'enregistrées, il me semble bien qu'il y en a plus de 250. Hein. Oui, c'est pas un chiffre qui me paraît déconnant. Ouais. Après, voilà, encore une fois, là je parlais des confs gesticulées, donc enregistrées sur le site. Après, combien il y en a d'actives? Ça, je sais pas. Combien il y a de gens qui l'ont pas joué depuis des années, etc., quoi. Carrément. Les petits débrouillards pourraient dire qu'ils font de l'éducation populaire. Moi, je pourrais dire qu'ils font tout sauf de l'éducation populaire. Aïe, ça tire à balles réelles. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que c'est un truc vivant. Je pense, effectivement, il tire à balles réelles, mais je sais pas s'il fait que tirer à balles réelles. Je pense qu'il est... Enfin... Je pense pas qu'il soit ironique quand il dit il y a plusieurs définitions de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un drapeau, voilà, c'est pas un truc figé, etc. Dans mes souvenirs, je l'ai entendu pendant ces confs gesticulés être beaucoup plus radical et rigide sur la définition d'éducation populaire, où il était beaucoup plus justement sur la position que pouvait avoir Anthony Pouliquin. Voilà la définition de l'éducation populaire. La vraie éduc-pop. Voilà, la vraie éduc-pop, moi, je l'ai entendu dire ça il me semble bien, dans sa conf sur la culture. Bah non, mais peut-être que là, ils en sont au stade où ils doivent reconnaître que éducation populaire, c'est un signifiant qui est creux, en fait. C'est eux qui aiment bien utiliser ce langage-là, c'est un signifiant creux, c'est-à-dire que un mot où tu peux mettre des choses aussi différentes qu'une conférence gesticulée d'un travailleur social et des vacances au surf avec des riches, en fait, ce n'est pas possible, tu vois. Il y a éducation populaire, c'est devenu un signifiant creux, ça n'a pas de sens. Et eux, d'ailleurs, ils sont toujours revendiqués, à ma connaissance, non pas de l'éducation populaire, mais de l'éducation populaire politique. Et ils ont toujours insisté pour rajouter ce suffixe-là. Quoi. En Belgique, je trouve, ils ont un autre terme qui est quelque part plus honnête, à mon sens. Ils utilisent le terme d'éducation permanente. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus honnête que le terme d'éducation populaire. Éducation permanente, ça correspond à la vision, on va dire, condorcienne, on pourrait dire. Le marquis de Condorcet, là, à la Révolution française, c'est lui qui avait proposé l'idée que la République nous forme tout au long de la vie, quoi, et que en fait, même au-delà de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse, les travailleurs et travailleuses continuent d'aller se nourrir intellectuellement dans des écoles publiques, des universités, quoi. Et effectivement, l'éducation permanente, ça fait référence à cette logique-là qui est, en fait, l'éducation de tous. Bon, j'imagine c'est l'éducation de tous par tous, comme dans la définition bateau de l'éduc-pop en Belgique aussi. Mais tu vois, cette nuance-là d'horizontalité, et en fait, l'éducation permanente, ça ne donne pas ça, quoi.
Ouais. C'est pas explicite. C'est pas explicite. Non, c'est pas explicite, mais c'est aussi pour ça que je trouve ça quelque part plus honnête. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent éduc-pop et qui sont pas horizontaux, qui ne sont pas du tout. Il y a des connards qui font de l'éduc-pop, oui. Je confirme, il y en a plein. Non, mais attends, mais il y a un monde. Il peut y avoir un entre-deux entre l'horizontalité parfaite qui de toute façon, j'imagine, n'existe pas, et une verticalité qui appartient à nos chers amis de l'éducation nationale. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Genre, par exemple, le service national universel. Tu vois ce que c'est ce truc-là, le SNU, là ? Le SNU, ouais. Si tu vas au ministère parler du SNU avec les gens, ils vont te dire « Ah non, mais c'est de l'éducation populaire. On fait... » Bah oui, ils vont te dire « Nous, on travaille main dans la main entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale qui a englobé maintenant anciennement le ministère de la Jeunesse et des Sports. » Et donc, en fait, le SNU, c'est le résultat d'une rencontre, d'une rencontre fertile entre le ministère de la Défense, les directions des jeunesses et des sports, des associations d'éducation populaire, pour former le jeune citoyen, quoi, tu vois. Et ils auraient aucun mal à dire que le SNU, par exemple, est un dispositif qui relève de l'éducation populaire, quoi. C'est quoi EMC déjà ? Éducation. Un certain nombre Éducation morale et civique. Ah oui. Ah ouais. Quand on allait à l'école, nous, ça s'appelait encore éducation civique, tout court. Éducation Ils ont rajouté civique, morale. Ouais. Ils ont rajouté morale. Et ouais. Ah, bordel. Bah oui, parce que... Enfin, bon, bref. Moi, je dirais que c'est plus qu'un prolongement, c'est une invasion dans le temps du loisir de ces approches éducatives-là. C'est-à-dire que ça ne suffisait pas que les élèves à l'école se prennent du catéchisme républicain plein la gueule dans des cours d'éducation morale et civique. Maintenant, on leur propose du coup de vivre ça sur leur temps de loisir. Et ça, le dépassement du projet d'éducation républicaine du ministère de l'Éducation nationale sur les espaces du loisir, et ben en fait, normalement, l'éducation populaire, on devrait se battre contre ça. Or, il y a beaucoup de mouvements et d'associations qui non seulement ne se battent pas contre ça, mais profitent d'un effet d'aubaine où en fait, ils sont payés à grand renfort d'argent public pour aller faire de l'éducation citoyenne dans des espaces qui devraient être ceux de la liberté et de l'esprit critique, quoi. J'ai vu qu'elles étaient à gauche, voire très à gauche, comme sujet. En tant donc de droite, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Anthony, j'ai pas le droit donc de faire de conférences gesticulées. Le droit ? Le droit, si. Mais par contre, on t'accompagnera pas. Nous, on va pas te former. Là, on a encore une illustration du fait que les conceptions de l'éducation populaire sont très différentes entre tout le monde. Et tu vois, là, moi, par exemple, ce positionnement-là, de dire, en fait, une personne de droite ne sera pas accompagnée par nous pour s'exprimer, et ben en fait, moi, dans ma conception de l'éducation populaire, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je fais un séjour de vacances avec des jeunes, je ne choisis pas l'obédience politique des jeunes ou de leur famille. Et ça n'a rien à voir, Mas. Si, ça a à voir. Bien sûr que si, ça a à voir, parce que en gros, ce qu'ils disent, c'est si quelqu'un vient pour être accompagné par nous pour exprimer son point de vue sur la société, il faudra que ce point de vue soit compatible avec notre logiciel idéologique, quoi. Non, c'est pas. Alors oui et non.
Tu as raison dans le sens où effectivement, quand on regarde le site de l'Ardeur, ils ont l'air quand même d'être assez. Attends, ils ont même une liste de sujets interdits. De sujets interdits. Et ça n'est pas le cas. Encore une fois, ça n'est pas le cas dans toutes les structures qui accompagnent pour faire de la conférence gesticulée. C'est pas le cas, par exemple, pour la mienne. C'est pas le cas pour celle de Strasbourg, celle avec qui j'ai fait la formation. Donc c'est clair que là-dessus ils sont rigides. Par contre, là où je pense que même la Braise, ils vont pas accompagner un filloniste pour faire sa conf gesticulée, c'est qu'en fait, la conférence gesticulée, c'est pour parler des dominations. Le filloniste, il va parler de quoi comme domination ? Il va dire oh là là, mon candidat des woke qui l'empêchent de dire ce qu'il veut et de faire des blagues racistes. Voilà. Toi, tu vas accompagner quelqu'un comme ça pour faire une conférence gesticulée ? Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Bah, moi, le sens que j'y mettrais, c'est que peut-être que si un filloniste veut faire une conférence gesticulée pour dénoncer l'hégémonie wokiste dont il est la victime, je pense qu'au cours de son travail d'élaboration de sa conférence, il va probablement réaliser beaucoup de choses sur la réalité de la société dans laquelle il vit et sur la matérialité de son impression d'être dominé par les wokistes. Et peut-être même qu'il va changer d'avis au cours du processus, quoi. J'aime ta naïveté. Franchement, il en faut. Hein. Il en faut, mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout parce que Oh, merci. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait un truc et ça a fait gling-gling. Alors je suis content. Ah là, génial. C'est quoi ? C'est pas Jason Momoa, non ? Jason Momoa, il fait un cœur comme ça quand les gens s'abonnent. Donc merci pour l'abo. Merci pour l'abo. Et je crois qu'il est traditionnel sur Twitch de dire le pseudonyme de la personne qui s'est abonnée, mais comme je suis encore trop une couille techniquement, j'ai pas de fenêtre où c'est assez grand pour pouvoir lire ton pseudonyme. Alors j'en suis vraiment navré. Je cherche, je vais trouver. Merci pour le follow, ouais. Merci pour le follow, inconnu. Que nous citerons une c'est autre fou fois. Ça, comment je fais pour voir le pseudo de quelqu'un J'en sais rien, moi. Ah merde, on est trop nuls. C'est ta chaîne, tu te démerdes. Moi, j'y suis pour rien. Ouais, je te jure, je vais retrouver ton pseudo et un jour je te dirai merci, mais pas maintenant. Mais ouais, non, pour en revenir à nos moutons, non, moi, j'y crois pas trop parce que justement, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu et enfin voilà, la personne n'était pas du tout filloniste. Elle était même pas de droite. Enfin, en tout cas, voilà, si tu as une acceptation un peu large du terme de gauche, elle n'était pas de droite, mais la personne avait tendance à persister. J'ai l'impression, avait tendance à continuer sur vraiment une idée d'écologie punitive, enfin d'écologie punitive sur la personne. Enfin voilà, le fameux truc du colibri. Si chacun fait des efforts, tout ira bien, etc. Et où donc du coup j'avais l'impression que la personne était restée dans cette conviction-là. Si je résume, si je comprends bien ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui est arrivé faire la formation pour faire des conférences gesticulées en même temps que toi, qui avait des opinions assez arrêtées, notamment sur l'écologie, et qui avait une vision de l'écologie qui était, en tout cas, qui correspondait pas à la tienne. Et la personne n'a pas changé d'avis au cours du processus. Non. Mais du coup, pourquoi est-ce que, enfin, qui correspondait pas à la mienne, c'est pas seulement ça, c'est qui était convaincu que on sauverait la planète en changeant uniquement les gens. Enfin, la personne parlait pas beaucoup de structure. C'est vrai que ça, c'est un délire, hein, les gens qui pensent que en triant ses déchets et en prenant l'avion qu'une seule fois tous les 2 ans, on va sauver la planète. Mais d'accord. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez pas eu une équipe de formation qui vous mettait vraiment le nez dans les bouquins et dans les données froides, mais peut-être que cette personne-là, ça lui aurait pas fait de mal, du coup. Bah oui, mais tu vas faire quoi ? Tu vas forcer la personne à lire je sais pas qui. Ces personnes-là, dès le départ, effectivement, elles auraient probablement pas été acceptées par l'Ardeur. Et ça, je te rejoins, c'est probablement un peu dommage, quoi. Je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas, moi, ça correspond pas à la manière dont je vois un processus
d'éducation populaire et d'émancipation. Je comprends pourquoi on pourrait penser que il faut pratiquer une sorte d'émancipation sélective en se disant on va pas perdre du temps sur ceux qui de toute façon n'arriveront pas à questionner la structure et à questionner au fond les dominations, etc. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas ma démarche, quoi. Mais je sais pas si eux, c'est leur démarche pour absolument tous leurs ateliers, tous leurs trucs, etc. Là, ils parlent quand même d'une formation un peu particulière, quoi. Ils parlent d'une formation sur les conférences gesticulées, c'est quelque chose d'un petit peu spécifique, quoi. Bah oui, c'est vrai que le dispositif est particulier. Par exemple, au Pavé, donc la Scope Le Pavé, qui était la coopérative qu'avait créé Franck Lepage et quelques autres personnes au tout début de ce mouvement des conférences gesticulées, proposait d'autres formes d'intervention, et notamment ce qu'ils appelaient les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Il la propose toujours, donc avec l'ardeur, mais il la propose toujours. Et du coup, c'était des ateliers effectivement dans lesquels on travaillait la question du langage, et rien n'interdit dans l'organisation et le dispositif de l'atelier d'y accueillir quelqu'un qui serait, pourquoi pas, quelqu'un de droite, quoi, qui du coup aurait peut-être envie de décrypter certains éléments de langage que qui lui ferait douleur parce que utilisé contre lui, quoi. Pourquoi pas? Même si, à mon avis, si t'as un mec de droite tout seul dans un atelier de désintoxication de la langue de bois qui commence à dire oui, moi, ça m'énerve parce qu'on peut plus rien dire, etc., je pense qu'il va pas passer un très bon moment, quoi. Ah bah non. Mais bon, il sera accueilli en tout cas. De domination, que la gauche de la gauche n'est pas la gauche. C'est la gauche de la gauche. Ça veut dire que c'est pas seulement des conférences de droite qu'on n'accompagnera pas, c'est des conférences qui se présentent de gauche et que nous on considère être des conférences. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je te disais, ce que je te disais tout à l'heure. Et ça, encore une fois, ça, je pense, c'est un truc de l'ardeur, et je pense pas que ce soit un truc de tous les organismes qui forment à la conférence gesticulée. C'est peut-être un peu rigide comme logiciel, quoi. Ouais, oui, mais ça serait, c'est légitime et c'est intéressant, quoi, parce que y a un truc aussi où j'allais employer un terme qui est peut-être pas adapté, tu vois, j'allais parler de pureté militante. Je sais pas s'ils sont dans une logique un peu de pureté militante, mais en tout cas il y a un truc où effectivement ils ont une quantité de temps et d'énergie limitée pour changer le monde, et du coup ils font des choix, quoi. Ça se comprend. Pourquoi pas? En fait, il faudrait voir, tu vois, moi, ça me fait penser au débat François Bégodeau, Horia Boutelja. Pour peut-être resituer très très rapidement François Bégodeau, comment on peut le classer sur l'échiquier politique? Libertaire. Dandy libertaire, ouais. Dandy libertaire, ouais, c'est parfait. Dandy libertaire. Qui écrit des bouquins, qui fait pas mal de conf, etc., qui intervient beaucoup. Horia Boutelja, militante décoloniale. Et à un moment, il y a eu un gros débat d'organisé entre les deux. Et en gros, Bégodeau disait, l'ennemi le premier ennemi de tous les prolétaires, des travailleurs, que ce soit travailleurs issus de l'immigration ou autres, c'est le capitalisme, c'est le patron. Et Boutelja disait non, c'est l'État. C'est pas le patron. Leur premier ennemi, c'est l'État, c'est pas le patron. Et Bégodeau disait non, c'est pas c'est le patron, c'est pas l'État. Voilà. Et ils étaient divisés là-dessus. Est-ce que, moi du coup, ça m'amène une question, du coup sur Lepage et sur l'ardeur. Est-ce que quelqu'un qui vient vers eux et qui leur dit, tu vois, et c'est là en fait où on pourrait mesurer si c'est de la pureté militante ou non. Si quelqu'un vient les voir et leur dit, moi pour moi, le premier ennemi, c'est pas le patron, c'est l'État, et je veux faire une conf autour de ça. Bon, est-ce qu'ils l'acceptent? J'imagine que oui. Mais ils sont tellement quand même, j'ai l'impression, ils sont tellement sur des logiciels marxistes assez précis
que je sais pas. Enfin, je pense que dans un débat, dans ce débat, Bégodeau et Bouteldia, ils s'orientent infiniment plus vers Bégodeau, je pense. Et du coup, voilà, est-ce que ils disqualifient d'office des gens qui pourraient plus pencher vers la balance Bouteldia? On peut s'interroger sur ce truc de pureté militante chez eux, peut-être en se demandant, voilà, est-ce qu'ils vont qualifier tout et n'importe quoi de bourgeois, quoi. C'est étonnant que ce soit pas encore arrivé, hein. De quoi? Que ce soit pas encore récupéré, tu vois, parce que Les conférences gesticulées? c'est quand même une grande spécialité des structures capitalistes de récupérer des. Enfin, Et on en a parlé en off. Moi, je pense que si c'est pas récupéré, c'est parce que tout le monde s'en fout. oui, évidemment que tout le monde s'en fout. C'est parce que c'est une niche encore, les conférences gesticulées. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. En fait, et on l'a évoqué avant de lancer le stream. La conférence gesticulée de droite, elle existe déjà. C'est les TED Talks. Ouais, c'est les TED Talks et les conférences classiques aussi, en fait. Parce que bon, le format conférence gesticulée, tu vois, moi j'en ai vu quelques-unes des conférences gesticulées. Il y en a sur le côté spectacle convivial, tu vois, le côté mis en scène du truc. Il y en a qui vont plus loin que d'autres. Il y a des conférences gesticulées qui sont moins gesticulées que d'autres, quoi. Et du coup, C'est-à-dire eh ben, si tu regardes une conférence de Franck Lepage, par exemple, tu vois l'exemple typique, il y a une blague toutes les phrases, il y a des effets de lumière, il met sa petite musique, il y a du décor, tu vois, il a du matos, il arrive avec son parachute et ses poireaux, machin. Il y a vraiment un travail sur la scénographie. J'ai vu d'autres conférences gesticulées où ce travail, il était moins important, quoi. Ouais, mais est-ce que ça en fait une conférence moins gesticulée? Moi, je pense pas. Si, enfin, pourquoi c'est quoi la différence entre une conférence et une conférence gesticulée? Il y a le fond, on en a parlé, mais il y a surtout la forme, tu vois. Tu peux faire une conférence de gauche. Mais la forme, oui, mais tu vois, moi, à l'inverse, je pourrais te dire que en dehors de la scénographie, bon, déjà, j'ai jamais vu enfin, il me semble pas avoir déjà vu une conférence gesticulée avec zéro scénographie. Ah non, je veux dire, c'est pas. Bah oui, mais voilà. Il y a jamais zéro, c'est le principe du truc. Ouais, c'est l'un des principes. Pour moi, l'autre gros principe, autant que la scénographie, c'est de se raconter soi. Et je trouve, dans ce cadre-là, dans le fait de se raconter soi, que Lepage. Alors, il se raconte lui, effectivement, il raconte sa vie et tout, etc. Mais justement, moi, j'ai vu à l'inverse des conférences gesticulées qui étaient peut-être, entre guillemets, moins gesticulées de par la scénographie, mais qui étaient plus gesticulées sur le savoir chaud. Je trouve que Lepage, il emballe, et c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique, mais je trouve que il emballe Lepage emballe pas mal son savoir chaud dans des trucs plus anecdotes rigolotes, etc. Mais bon, enfin après j'exagère un peu parce que ça lui arrive quand même beaucoup de se raconter lui, mais vu que ces conférences durent 5 heures, tu peux pas tout retenir forcément. Bah, c'est vrai que du coup il pourrait faire l'effort d'arriver en Harley Davidson sur scène. Je veux dire, ce serait je crois que c'est à ça que tu fais référence, Yawana Pigerie là dans le chat. Moi mon daron était enfin quand j'ai vu mon daron voir ce truc là, c'était incroyable, quoi. Ah non, celle-là, je l'ai pas, par contre. J'ai pas la ref. Bah si, oui. C'était en hélicoptère. Parce que moi, j'ai un souvenir d'un concert, du coup, de Johnny Hallyday où il débarque en Harley sur scène. Mais, putain, il a fait en hélicoptère, quoi. Incroyable. Alors, du coup, est-ce que Johnny Hallyday a plus fait une conférence gesticulée que Franck Lepage? Eh ben, en tout cas, le concert de Johnny Hallyday était plus gesticulé que la conférence de... Non mais tu vois, mais c'est ça. Je veux dire, pour moi, l'aspect scéno de la conférence gesticulée, il est moins important que l'aspect savoir chaud, que l'aspect je raconte ma vie, je raconte
je transforme mon vécu en quelque chose de politique. Et l'aspect scéno, même si tu ramènes pas un parachute sur scène, mais que juste t'as, j'en sais rien, 2 chapeaux de couleurs différentes, est-ce que ça suffit pas à faire ton truc de manière gesticulée, quoi? Ou même si t'as aucun objet, mais juste que tu utilises la scène, que tu utilises l'espace scénographique pour raconter quelque chose, est-ce que ça déjà, c'est pas suffisant pour que ce soit gesticulé? Ok. C'est des petits malins qui ont compris que le terme commençait à devenir porteur et donc ils le T'as vu, Franck Lepage, il le dit. Il dit quoi? Il dit qu'il y a des droitards qui commencent à récupérer son truc dans un cadre de coaching. On rajoute toujours dans la politique. Oui, il y en a combien? Ils sont où? Voilà. Ah, vas-y, le zététique, là. Bah ouais, il arrive le zététique. Mais oui, il arrive le zététique. Tu veux me faire passer pour un zététicien? Je sais même pas ce que c'est la zététiciation. Nous, on demande aux gens de venir travailler des contradictions, pas de venir affirmer des croyances, quand bien même seraient-elles en accord avec nos idées. Vas-y, nuance. Si t'as des infos, nuance. Non, mais après il l'explique. Après il l'explicite mieux. Mais non, mais il me fait marrer quand il dit ça. Parce que en gros, moi, de ce que je comprends dans ce qu'il dit quand il le compare à un tract, en gros, il dit les tracts, ça fait chier tout le monde. Les conférences gesticulées, c'est déjà nettement plus marrant et ça accroche beaucoup plus. Poubelle jaune, le tract. Oui, déjà, c'est la poubelle jaune. Oh là là, ces gauchistes, ils ont rien compris. Ok, ces conférences, elles sont passionnantes, mais encore une fois, elles durent 3, 4, 5 heures. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont ultra fans de ça et qui vont rester 3, 4, 5 heures dans une salle, mais faire une conférence gesticulée de 5 heures, est-ce que c'est pas un peu un tue-l'amour pour beaucoup de gens, quoi? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une grosse majorité de personnes qui sont capables de rester pendant 5 heures enfermées dans une salle à écouter un gars parler, aussi bon soit-il, quoi? Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas... Hein? T'as changé de sujet, là, on est d'accord? J'ai pas changé de sujet, c'est juste, est-ce que c'est pas aussi chiant qu'un tract de faire une conf de 5 heures? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche tractante dans un format de conférence qui dure... je crois que son record sur Inculture... il me semble que c'est Inculture 1. Je crois que son record, c'est genre 6 heures, quoi. Mais du coup, il l'a fait en 2 fois. C'est un délire, hein, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je suis client, quoi. Oui, mais t'es client sur YouTube. T'es en live, t'es client? Ah non. Non. Ça n'a rien à voir. Là, je parlais en live parce que YouTube, tu vas pas te fader les 6 heures à la suite. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été au chômage dans ma vie. Oui, ouais. C'est un week-end entier, le record. C'est un week-end entier. Du coup, c'est-à-dire... Enfin, c'est un enchaînement de conférences où il a littéralement joué sa conférence pendant 2 journées entières. Ou alors, moi, je crois que de temps en temps, il faisait ça. Il faisait ça, il faisait Inculture 1 et Inculture 2, vois, enchaîné, quoi, sur 2 jours. Mais du coup, c'était 2 fois 4 heures. C'était pas matin, midi et soir, quoi. Mais ok, je savais pas que c'était déjà arrivé. Je suis pas étonné, hein, il aime bien s'écouter parler, ce mec-là, quand même. Je sais pas, on l'aime bien l'écouter parler aussi, quoi. C'est vrai. Mais encore une fois, si c'est sur une démarche un peu, de porter la parole, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas un peu à un maximum de gens, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur le format, quoi, sur la longueur, quoi? Je me pose par rapport à la dernière remarque. Ouais, effectivement, Yawana, c'est clair qu'il y en a qui peuvent désirer un approfondissement de 6 heures. Après, peut-être que ce que ça peut amener, justement, c'est... Bon, on va pas dire que Lepage, c'est pas un gourou,
Mais bon, ça amène quand même Oh, une certaine le mot est lâché. valorisation. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Ça amène une certaine peut-être une survalorisation du personnage, quoi. Bah ouais, mais ça se voit qu'il aime ça, tu vois. Ça se voit, le mec c'est une bête de scène, il est super charismatique, il est marrant, et le fait qu'il aime se mettre en scène, enfin moi je trouve que ça... Enfin tu vois, moi Franck Lepage c'est un des personnages qui a contribué à ma politisation à une époque où j'étais pas du tout politisé, quoi. Et son charisme et son charme ont complètement... Enfin tu vois, c'est un gauchiste qui présente tu vois, des visions du monde et des trucs qui sont ultra sérieuses et ultra déprimantes et ultra gauchistes, et il le fait avec des blagues, avec de la poésie, etc. Moi, quand j'ai découvert ça, tu vois, il y a une douzaine d'années, ça m'a transformé, quoi. C'était incroyable. Bah oui. Bah oui, moi, et ça amène tout un tas de questions. Il devient un peu l'arbre qui cache la forêt. Et moi, par exemple, j'ai déjà, du coup, voilà, on en parlait au début du stream. Du coup, lui, il est très bon sur scène, mais normalement, le concept de la conférence gesticulée veut que t'aies pas besoin d'être très bon sur scène pour pouvoir faire et pour pouvoir diffuser ta conf gesticulée. Mais moi, il y a un truc que j'ai entendu des fois quand même, les conférences gesticulées, il y en a qui sont pas terribles, etc. Et alors que justement, quelqu'un comme Lepage va dire ouais, mais c'est génial si une conférence gesticulée est entre guillemets nulle. Mais du coup, est-ce que quelque part ça va pas peut-être pas desservir le mouvement, mais en tout cas est-ce que les salles vont avoir envie, enfin les salles, les MJC, les machins, etc., vont toujours avoir envie de diffuser des conférences gesticulées si le concept de la conférence gesticulée, c'est d'être nul sur scène. En fait, est-ce que le concept est réellement compris? Est-ce qu'il est compris? Ouais, vas-y. Ouais. Bah non, mais t'as raison. En tout cas, moi je trouve que du point de vue de la stratégie militante, ça a du sens que les conférences gesticulées ce soit un format et un dispositif dont s'emparent des personnes qui se sentent, tu vois, l'aisance et le charisme pour incarner et porter un spectacle pendant 1 heure, quoi. Moi, je sais que en tant que gros timide qui ne pourrait pas être dans cet exercice-là, si j'essayais de faire une conférence comme ça, probablement qu'elle serait pas ouf. Et du coup, c'est un peu un CSC, c'est un peu un contre son camp, quoi. Il vaudrait peut-être mieux que moi, si j'ai envie de porter une démarche comme ça de déconstruction, un message, un croisement de savoir chaud, savoir froid, etc., bah moi je vais choisir une forme qui est plus adaptée à ma personnalité, qui sera plus un atelier, un stream avec toi, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être il y a un truc. Enfin, moi j'y pensais à un moment, juste quand on avait terminé la formation, et ça serait peut-être intéressant, ouais, qu'il y ait d'autres formats. Je sais pas, par exemple, moi ça m'intéresserait vachement qu'il y ait des podcasts gesticulés, parce que je trouve que le format conférence gesticulée, voilà, à chaque fois sur le compte YouTube de Franck Lepage, voilà, il diffuse les captations vidéo des confs, etc. Et c'est très bien, c'est super que tout le monde puisse les voir, etc. de manière brute. Mais le problème, c'est que voilà, on les voit de manière brute. Du coup, il y a une seule caméra. Du coup, on voit pas forcément tout. Et finalement, est-ce qu'un format plus adapté à Internet, ce serait pas plutôt un truc type podcast gesticulé ou un machin comme ça? Puisque le format est réfléchi pour que ce soit de la scène et pour que ce soit live. Et du coup, si tu as une salle qui n'a pas les moyens de te faire une belle captation, est-ce que finalement la captation de ta conférence gesticulée, elle va vraiment rendre justice à ta conf, quoi? Bah, il n'y a pas de règle, quoi, comme d'habitude. Moi, à l'époque... Je parle pas de règles, je parle d'efficacité. Je parle vraiment d'efficacité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle dans le sens où l'efficacité, elle est très difficile à mesurer, dans la mesure où moi, par exemple, les conférences de Franck Lepage, je les ai vues en 2010 sur le site de la Scope Le Pavé, où c'était, tu sais, il n'y avait pas YouTube, c'était genre une espèce de player free.fr là, qui faisait 20 pixels par 10 pixels, et c'était horrible, quoi. Les vidéos, elles étaient mal captées. Le son le plus gauchiste qu'on puisse imaginer, c'était vraiment un son dégueulasse.
avec de l'écho et tout. Ouais. Et pourtant, 3 heures à regarder ça complètement captivé, tu vois. Genre, il y a aussi un truc où... t'avais que ça à foutre, hein. Oui, j'avais que ça à foutre aussi, mais même si la forme ne rend pas service au fond, s'il y a du fond, en fait, ça peut valoir le coup, tu vois, de la mettre en ligne, même mal fait, quoi. Non, bien sûr. Non, mais complètement complètement qu'il faut que ce soit mis en ligne, ça, il y a... Quicksilver Player, QuickTime Player, mais oui, un truc du genre. De dire que nous avons dans la salle à ce moment-là que des personnes qui disent oui, de toute façon, tout ce qu'ils racontent, je suis déjà d'accord avec ça. En fait, je crois pas. Je crois pas. Les désaccords. Ah oui, après, faut finir l'entre-soi. Là, je suis d'accord avec. Il a raison. Avec ce qu'il vient de dire. Bah oui, il a raison. Il a raison. Je veux dire, il y a des personnes qui se disent de gauche, je sais pas, qui vont pas forcément être d'accord avec le salaire à vie ou avec je sais pas quoi. Il y a une multitude de points de vue à gauche. Moi, ça me fait toujours penser aux gens qui peuvent dire ah ouais, mais faut que tu arrêtes de lire ta presse gauchiste. Moi, je lis tout. Je lis pas que des trucs de gauche. Moi, j'ai envie de leur répondre. Moi, je lis des trucs variés. Hein. Je veux dire, quand tu lis du Monde à Mediapart jusqu'à lundi matin, c'est quand même des points de vue de gauche qui sont ultra variés et qui sont pas du tout la même. D'ailleurs, le Monde, c'est pas toujours ultra à gauche, mais c'est pas toujours très à gauche. Mais bref, qu'est-ce que tu ouvrais ? Tu ouvrais une nouvelle fenêtre ? Ouais, je cherche du coup une photo du public de conférences gesticulées. Le public varié. Là, il y en a une, par exemple. Ouais. Bon, ça... Je sais pas trop, du coup. Il y a beaucoup de jeunes. Là, c'est syndiqué, hein. Je dirais qu'il y a il y a du vieux syndicaliste. Il y a le mec qui a ouvert son AMAP, je pense. Ah, arrête. Non, c'est des clichés. Je sais pas. Mais... en fait, tous les publics sont différents en fonction des conférences, quoi. Normalement, ouais. Enfin, moi, je suis allé voir une conférence... je me demande si c'était pas justement la conférence de Katia, là, sur le métier de prof. Dans une MJC à Rennes. Oui, il y avait un gentil entre-soi... bobo, gaucho, militanto, tu vois... mais en même temps, il y avait aussi en minorité des personnes qui étaient là un peu par hasard, quoi. Et rien que pour cette petite minorité de gens-là qui ont été traînés par des potes, etc., ça peut valoir le coup, en fait. Évidemment, complètement. Non, c'est clair. Ouais, oui, Rennes, on est d'accord. Capitale des choubabs. Du coup, sur Twitch, maintenant, il y a quand même pas mal de streamers, streameuses bien à gauche, etc., qui parlent de tout un tas de sujets politiques, etc. Mais c'est vrai que je les entends rarement, voire jamais, parler de conférences gesticulées ou même d'éducation populaire, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a encore un écart et encore un mur entre le monde Twitch et le monde éduc-pop politique / conf gesticulé, quoi. Ouais, il y a pas mal de... Il y a des petites références des fois, mais effectivement, à ma connaissance, j'ai pas trouvé sur Twitch, en tout cas, ni sur YouTube d'ailleurs, de chaînes à contenu. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes, par exemple, il y a une chaîne éduc-pop là, mais qui surtout republie des vidéos de Franck Lepage et compagnie, là, donc tu vois, qui produit pas vraiment de contenu à proprement parler sur l'éducation populaire. Des endroits où on parle d'éducation populaire en faisant de l'éducation populaire, il y en a pas beaucoup sur Internet pour l'instant. Oh ouais, moi je parlais juste d'endroits qui parlaient d'éduc-pop, parce que... ce serait déjà pas mal, quoi. Ça serait déjà pas mal. On en reparlera peut-être, mais voilà, ça me paraît toujours... Moi, je trouve que le dispositif Twitch favorise pas l'horizontalité, favorise pas une certaine horizontalité qu'on aimerait retrouver en éduc-pop. Il n'y a pas de contenu sur Twitch, c'est que de la propagande pure.
c'est Internet en fait. Ça, c'est vraiment un truc d'Internet. Internet, c'est le monde des boutiques, quoi. Chacun a sa petite vitrine où il montre ses idées, ce en quoi il croit et tout. Et c'est vrai que c'est difficile en fait de créer du dialogue sur Internet parce que t'es aussi contraint par un truc, tu vois, communautaire entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois une chaîne Twitch qui a une certaine catégorie de personnes qui la regardent, une communauté comme on dit. Ben, si elle commence à donner la parole ou à montrer à voir des choses qui sont, je sais pas, perturbantes ou questionnantes ou problématiques pour son public, ben, en fait, c'est contre-productif du point de vue de, je sais pas, dans un rapport aux chiffres, quoi, tu vois. Ou à un moment donné, il faut être visible, quoi. Oui et non, et puis il n'y a pas que ça, c'est que tu peux aussi très facilement te faire emmerder aussi sur Twitch. Il y a particulièrement, voilà, pour des streameuses, etc., tu peux être ultra vulnérable si tu bannes pas à la moindre remarque à la con, quoi. Enfin, moi, je comprends les streamers et les streameuses qui n'ont pas la main légère sur le ban ou sur la censure. Non, je crois que c'est encore, alors après ça dépend ce qu'on appelle jeune, mais sur Twitch, il me semble quand même que globalement le public c'est moins de 35 ans. Alors bon, est-ce qu'on considère qu'on est boomer déjà à 30 ans? Je sais pas, mais je crois que globalement, alors oui, c'est peut-être pas forcément sur les contenus politiques des ados qui vont voir les gauchistes, les anards et compagnie, mais il me semble que globalement dans le public c'est quand même plutôt des gens d'une vingtaine d'années et il me semble que c'est plus jeune que YouTube. Je sais pas si tu as plus d'infos, toi. Non, j'ai pas trop de stats là-dessus, mais effectivement, a priori, la plateforme est jeune. Mais après, il y a un biais aussi, c'est que la plateforme est jeune, mais le public des chaînes Twitch qui font de la politique, etc., bah en fait, n'est probablement pas représentatif des gens qui fréquentent Twitch d'une manière plus générale, quoi. Parce que moi, je vois très bien pourquoi Twitch... le public de Twitch est jeune, c'est parce que les gens ils viennent regarder des streams de Kamto qui jouent à Rocket League, ils viennent pas regarder deux connards qui font des commentaires sur une interview de Franck Lepage, quoi, tu vois. Il y a pas de libre pensée, c'est du récital incarné même chez des personnes modérées sans être à l'extrême gauche ou autre, comme Vous avez le droit par exemple. Vous avez le droit, donc une chaîne de vulgarisation sur la question du droit, qui est une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Et parce qu'en fait, mais moi je crois à ma théorie. Hein. Ma théorie, c'est que Twitch, c'est des boutiques, c'est comme les chaînes YouTube, et en fait, il faut que tu sois clair et radical dans des prises de position, parce qu'en fait, c'est ça qui donne envie aux gens de continuer de te regarder, et forcément que ça crée de l'entre-soi. Des espaces de débat, on va dire, où des gens qui sont vraiment pas du tout d'accord arrivent à échanger et à débattre. Je pense pas que ce soit beaucoup présent sur Internet. Je pense pas que ce soit l'outil pour faire ça, quoi. Oui, mais parce qu'encore une fois, vraiment, sur Twitch, ça peut être compliqué parce que tu peux, du coup, il peut y avoir des personnes tout à fait bien intentionnées, pas méchantes, etc. Mais si cette personne, je sais pas, mettons, quelqu'un qui est pas du tout facho, pas du tout de droite, mais qui commence du coup à balancer peut-être une petite pique, un petit truc sur le stream. Elle peut facilement se faire censurer, se faire ban, parce que c'est aussi un moyen pour les streamers et streameuses de se protéger, parce que ils peuvent se faire régulièrement emmerder à partir du moment où tu as un peu d'audience ou quoi, ça peut être compliqué. Donc oui, les modérateurs ou les streameuses elles-mêmes peuvent facilement dégager des gens qui sont peut-être pas des gros casse-couilles, mais la moindre parole casse-couille effectivement peut être dégagée, quoi. Des gens, voilà, moi je connais des streameuses qui du coup refusent d'avoir des modérateurs, des modératrices pour X et Y raisons, et du coup qui sont obligés de faire la modération eux-mêmes.
Et ben ouais, moi je comprends que leur stream ce soit pas la fête à la libre pensée, quoi, parce que bah tu vas trouver tout un tas de gens même qui vont avancer masqués et qui du coup vont peut-être au début pas envoyer des piques très violentes, mais qui petit à petit vont être de plus en plus violentes. Et c'est pas des choses qu'on voit forcément même. Ça peut être des gens qui finissent par envoyer des trucs dégueulasses en DM. Moi, je pense qu'on s'imagine pas tout ce que les streamers et streameuses peuvent se recevoir dans la gueule en privé, quoi. Ah non, oui, ça doit être l'enfer. Il doit recevoir Ah ouais. des millions de trucs horribles. Et du coup, la société française est trop clivée, c'est plus possible de débattre en public. La question de la polarisation des opinions, etc., probablement à mettre en lien avec les usages sur Internet et les réseaux sociaux et tout. Oui. C'est un vrai truc, mais je pense aussi qu'on a une vision qui n'est pas bonne de ce que c'est que le débat politique. Je pense qu'on met au centre des échanges la modalité du débat. Moi, j'en ai marre du débat, en fait. J'en ai marre de débattre. J'en ai marre d'entendre des gens qui débattent. Je suis saoulé par cette modalité-là. Je vais paraphraser le gros cerveau Lordon là-dessus. En fait, le débat, il faut pas qu'il ait lieu sur les estrades, il faut qu'il ait lieu dans les têtes. Un débat qui est un bon débat, c'est avoir des informations à droite, à gauche, et arriver à avoir ces informations qui permettent de décider pour soi et de réfléchir aux choses en conscience, quoi. Et en fait, moi, je trouve que quand Danny Caligula, il va faire un débat en stream avec Cro-Blanc, tu vois, je dis pas que c'est inutile, je dis pas que ça sert à rien, etc., etc. C'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe. Mais moi, en tout cas, cette façon-là de faire de la politique, c'est une façon qui, moi, non seulement me correspond pas, mais me saoule un peu, quoi. Parce que je pense pas que ça politise des gens qui l'étaient pas. Je pense que ça renforce en fait des rapports qui sont déjà malsains de base. Mais oui, ils veulent plus discuter parce qu'en fait, la seule manière de discuter de politique aujourd'hui, c'est le débat. C'est l'omniprésence de la modalité du débat, le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler politique autrement qu'en singeant les espèces d'attitudes horribles des gens qui sont sur les plateaux de télévision. On peut plus juste dire, bah, moi je pense ça, mais vas-y, on s'en fout, on boit une bière, quoi. Frotter sa cervelle contre celle de l'adversaire politique, ça doit faire mal. Ça doit être douloureux. Bah ouais, faut frotter, mais du coup, le débat aussi, ça va être pas convaincre celui que t'as en face, mais convaincre tous les autres. Et du coup, pour convaincre tous les autres, bah, tu vas taper le plus fort possible. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux voir, le témoignage que je peux faire, c'est que donc moi, je travaille dans l'animation, je travaille avec des groupes de jeunes et d'enfants. Et quand on met en place des dispositifs dans lesquels va y avoir des échanges d'opinions, immédiatement, on est dans le débat. C'est-à-dire qu'on est obligé d'user de beaucoup d'astuces et de techniques, en fait, pour aider les jeunes à s'exprimer sans être dans des logiques de débat, c'est-à-dire sans rebondir absolument sur ce qu'ont dit les autres, sans repréciser, sans être dans des arguments qui sont de la rhétorique, etc. Et en fait, parce que si on les laisse juste discuter et qu'on dit, bah vas-y, les jeunes, ça vous dit, on discute, j'en sais rien, des identités trans, par exemple, immédiatement, il y a quelqu'un qui va... On va être immédiatement dans une forme de débat. Il va y avoir une polarisation et des pour et des contre. Et du coup, y a un outil qu'on utilise. Il y a quelqu'un qui était dans le chat d'ailleurs. C'est à lui que je dois l'utilisation de cet outil. Par exemple, on fait une sorte de temps de discussion, et toutes les personnes qui interviennent dans la discussion doivent commencer leur intervention par moi-je. Et en fait, cette modalité-là de commencer toutes les phrases par moi-je, ça désamorce pas mal la logique du débat. Et sinon, t'as l'outil du débat mouvant. Quand il est vraiment oui, mais ça dépend du dispositif. C'est dans le nom, quoi. Hein, c'est effectivement, il y a 1000 façons de faire un débat mouvant. Moi, j'ai déjà assisté à des débats mouvants qui partaient en couille, quoi. Ouais. Mais alors, du coup, avec quel dispositif exactement? Avec quelle modalité pour le débat mouvant?
En fait, il y a plein de façons différentes de faire des débats mouvants. Tu veux que je donne des exemples de façons de l'organiser, c'est ça? Du coup, c'est parti en couille à quel moment? Je pense. Avec un animateur qui ne gérait pas bien les prises de parole et qui laissait s'installer des logiques de ping-pong où en fait, tu sais, c'est le truc un peu classique, hein, mais tu fais ton débat mouvant, les gens se sont positionnés à droite ou à gauche en fonction de s'ils étaient d'accord ou pas avec ta proposition, et en fait, il y a deux porte-paroles, il y a deux coqs là qui ressortent du truc et qui commencent à se friter devant tout le monde. Et en fait, ça, il faut, si tu veux faire un débat mouvant intéressant, il faut absolument l'anticiper et l'arrêter tout de suite et le modérer, quoi. Ouais, parce que moi, dans la dernière formation que j'ai pu faire, où ils ont utilisé le débat mouvant, j'ai trouvé qu'ils l'avaient utilisé de manière intéressante. Alors après, oui, c'est voilà, peut-être on était tous à peu près sages et il y a pas eu de combat de coq. Mais en gros, le dispositif, c'était voilà, bon, il y avait un sujet, il y avait du coup les deux lignes un peu pour et contre. Mais en fait, du coup, on bougeait à chaque fois de ligne en ligne. Donc il y avait une personne qui donnait un argument. Et donc, si les personnes étaient d'accord avec cet argument, elles bougeaient vers sa ligne. Et donc, à chaque fois, il y avait un argument pour et un argument contre qui était donné à tour de rôle. Et à chaque fois, tu pouvais bouger si tu étais d'accord avec l'argument. Donc, qui valide l'argument, qui ne valide pas le sujet ou qui ne valide pas la personne. Et après, du coup, tu as un argument contre qui est donné. Et là, tu pouvais de nouveau changer de ligne et ainsi de suite. Et du coup, je trouvais que ce dispositif du débat mouvant permettait justement de se concentrer sur des trucs un peu précis, et du coup pas sur la personne ni sur le sujet global. Et donc du coup, il n'y avait pas d'enjeu de gagner ou de perdre le débat. Il n'y avait pas d'enjeu d'être totalement pour ou totalement contre. Je trouvais que c'était un bon moyen de nuancer le débat mouvant. Oui, effectivement, de l'entrée par argument comme ça peut être une manière intéressante de gérer le truc. D'où, par exemple, moi, le travail que je fais d'attaquer la culture, alors que la culture, c'est le piège de la gauche. Elle a mis les deux pieds dedans, tu vois. Si t'es de gauche, t'es pour la culture. Ben non, c'est un paradigme de droite, la culture, tu vois. Et donc, expliquer ça à des gens qui, très généreusement, considèrent que c'est important d'emmener les gosses des banlieues voir des saletés à la con à la scène nationale du coin, et leur dire, quand vous faites ça, vous faites de la merde, ça me paraît pas inutile, tu vois. Pourtant, moi, je suis sensible à ces arguments. Je suis sensible à ce point de vue. Mais le fait est que je pense que il y a quelque chose d'un peu caricatural et d'un petit. C'est bourrin quand même comme point de vue, quoi. En fait, ouais. Moi, j'en discutais avec un copain. Ouais, c'est complètement bourrin. Et en fait, je connais pas du tout la vie de Lepage. Je lui ai jamais parlé, etc. Mais j'aimerais bien savoir à quel moment de sa vie il a découvert, parce que du coup il disait qu'il était animateur socioculturel, mais à quel moment de sa vie en fait il a découvert que la culture sauvait pas le monde? Parce que si je voulais faire un peu une analyse psychologique de comptoir, j'aurais envie de dire ouais, mais il l'a réalisé sur le tard, et du coup là un petit peu comme un converti récent, il est super violent contre la culture. Alors il y a des gens, j'imagine, ça fait un moment qu'ils ont fait leur deuil un petit peu des gens peut-être militants ou quoi, qui ont fait depuis un moment leur deuil de la culture du point de vue politique, mais qui continuent de bosser dans les milieux culturels et qui ont peut-être pas forcément un avis aussi tranché. Enfin, je veux dire, pourquoi il a un avis, ce que je veux dire par là, pourquoi il a un avis aussi tranché sur la culture, en fait, quoi. Il en parle dans sa première conférence, c'est même le point de départ de sa conférence, où il dit que il cultivait, il s'est reconverti dans la culture de Poirot parce qu'il en avait marre de cultiver des pauvres. Et moi, je pense que effectivement, t'as raison, il le découvre, il le conscientise sur le tard, c'est-à-dire qu'il avait déjà une carrière au ministère quand il décide de mettre fin à sa carrière et de faire que de l'éduc-pop politique au pavé, quoi.
Et oui, il a le côté un peu bourrin, radical, etc. Mais en fait, moi, j'ai fait le parcours inverse, c'est-à-dire que je suis devenu animateur après avoir connu l'éducation populaire et avoir connu les conférences de Franck Lepage. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir un professionnel de l'éduc-pop et de devenir animateur. Et du coup, moi, j'avais déjà ces points de vue-là et ces a priori-là qui m'ont été donnés par Franck Lepage. Et aujourd'hui, je fais un taf où j'accompagne des groupes de banlieusards dans des musées, tu vois. Aujourd'hui, ça fait partie de mon boulot, quoi. Et en fait, le réel, c'est que oui, il y a une dimension politique et il y a de la domination culturelle et c'est problématique, etc., etc. Mais le réel, c'est aussi que quand on accompagne ces groupes-là, il se passe des choses, en fait, entre les gens et dans les personnes qui relèvent d'un processus d'émancipation. En fait, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Oui, ça, tout à fait. Mais justement, mais c'est ça. Mais après aussi, ce qu'il faut comprendre quand Lepage aussi dit ça, c'est que je pense aussi il dit ça justement contre une vision de la culture que pas mal d'éducateurs va avoir. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc et qui moi aussi peut m'insupporter. Il y a quelque chose, oui, chez certains éducateurs, de dire voilà la culture, se cultiver va amener le progrès dans les têtes, va amener plus d'idées, enfin va améliorer un petit peu le cerveau des jeunes et des gens. Tu vois, c'est un petit peu comme des gens qui vont te dire mais les policiers ils font tout ça parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un truc un peu de faire l'éloge de la culture et de l'art et de lui donner un peu un trop grand pouvoir. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans le discours de Lepage, c'est un petit peu de ramener la culture et l'art à des buts un petit peu plus modestes, on va dire. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas montrer un film de 3h45 sur la Commune de Paris à des gens de droite que ça va les sensibiliser à la République sociale et à l'extrême gauche. Oui, de la même manière que c'est pas en allant dans un musée d'art contemporain avec un groupe de jeunes de quartier populaire que tu vas les transformer en street artistes qui vont s'extraire de leurs conditions sociales en faisant des pochoirs dans des quartiers bobos, quoi. On est bien d'accord. Mais quand même, mine de rien, en fait, moi je trouve que dans le réel, le problème qu'on a, c'est plus un manque de réciprocité dans les approches, dans les entrées culturelles, les ouvertures culturelles. C'est-à-dire que moi, j'emmène des banlieusards dans les musées d'art contemporain, mais j'emmène jamais les gamins bourgeois du centre-ville ou même les professionnels de la culture qui vivent qui travaillent dans ces musées-là. Des fois, j'aimerais bien aussi les emmener dans les quartiers populaires et les emmener aller voir autre chose que un spectacle de danse qui aurait été fait par les enfants de la MJC, tu vois, un truc comme ça. Et qu'on soit vraiment sur un rapport au réel, quoi. Les expériences de culture exotique qui sont faites dans un sens, il faudrait qu'elles soient faites dans l'autre sens de manière réciproque pour qu'il y ait vraiment un truc intéressant politiquement. Parce que si c'est toujours dans le même sens, eh ben oui, là on est dans une logique de domination culturelle, de colonisation des esprits, etc., etc., quoi, tu vois. Et le fait est que les associations d'éducation populaire sont plus souvent financées pour emmener des banlieusards au musée d'art contemporain que pour emmener des gamins riches des centres-villes dans une MJC pour voir un spectacle de hip-hop. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'après, il y a tout le truc de la culture légitime, enfin voilà, tout le truc de ce qu'il va y avoir, de ce qui va pouvoir être valorisé au niveau artistique et de ce qui ne doit pas être valorisé d'un point de vue artistique. Et du coup, Yawa, tu le dis de manière un petit peu forceuse et caricaturale comme ça, mais en vrai, moi, il y a plein de gens dans le milieu professionnel de l'animation, de la culture, etc.,
qui n'en ont pas forcément conscience comme ça, mais qui effectivement ont un positionnement extrêmement, presque nationaliste, quoi. De se dire, ces rencontres culturelles, elles doivent produire effectivement une entente et donc une acceptation des rapports qui existent. Ils se le conscientisent pas comme ça parce qu'ils ont ce truc que Franck Lepage explique de à gauche on pense que la culture c'est bien et que partager la culture c'est bien, etc., etc. Et ça, du coup, on a des gros angles morts sur le jeu politique qu'il y a derrière et les dominations à l'œuvre aussi, quoi. Ouais, ça me fait penser à un autre truc. Ça me fait penser à des gens qui vont, je sais pas, organiser des ateliers d'écriture ou je sais pas quoi, et qui vont voir l'écriture comme un outil d'émancipation. Enfin, moi, c'est vrai que je suis pas spécialement d'accord avec ça. C'est un outil d'expression, mais c'est pas forcément un outil d'émancipation. Je crois même, enfin, j'ai déjà lu le truc, voilà, l'écriture comme émancipation sociale. Enfin, c'est ce que je voulais dire quand je disais oui, il faut un peu faire redescendre les ambitions. Voilà, quand tu vas faire des ateliers artistiques, culturels ou quoi. C'est-à-dire, ok, si tu fais écrire des gens, tu vas leur permettre de s'exprimer, mais non, je suis désolé, tu vas pas leur permettre enfin, en tout cas, pas forcément. En tout cas, j'ai envie de dire, même dans la majeure partie des cas, tu vas pas leur permettre de s'émanciper. Ah non, mais un peu vouloir faire péter les ateliers d'écriture plus haut que leur cul, quoi. Bah c'est ça, mais moi je peux te faire un pari même. Les personnes que t'as entendu dire ce genre de truc, est-ce que c'était des personnes qui aimaient l'écriture ? Ouais. Bah voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Si tu vas voir un coach de foot dans un quartier populaire, il va te dire ah non mais le foot ça permet de faire de l'émancipation. Et si tu vas voir un pélo qui propose des ateliers d'écriture ou des ateliers de jeux vidéo ou des ateliers de je sais pas quoi, il va dire oui, c'est très important, cette pratique artistique-là, elle permet de créer de l'émancipation. Mais en fait, moi je suis d'accord avec toi sur le principe que ça reste des pratiques artistiques, que les pratiques artistiques, c'est des choses qui sont intéressantes culturellement et qui donnent de la valeur et qui donnent du sens à la vie et c'est super. Mais par contre, faut pas tout mélanger, quoi. L'émancipation politique, elle ne peut pas passer que par des pratiques culturelles, artistiques, on va dire. À un moment donné, faut aller dans le dur, le réel, la lutte, la conflictualité, quoi. Donc, quand Anthony explique que le sport, c'est un truc à combattre, pas un truc à encourager, que c'est un paradigme capitaliste, que ça n'a rien à voir avec l'activité physique, ouais, c'est des forceurs aussi, les gars. Dans l'activité physique, enfin, tu vois, tous ces éléments consistent à dire à des gens de gauche qui sont pris dans un certain nombre de croyances et d'idéologies, l'écologie typiquement, enfin tu vois, leur dire attention, regardez bien, tu vois. Mais t'as plein de gens à gauche qui trouvent que la bienveillance, le développement personnel, la communication non violente, il va le dire. Il va dire la CNV, tu vas voir. Non, il le dit même pas. Merde. Moi, je te le dis alors. Et la CNV, Jean-Seb. Ah là là. Eh ben, moi, je ferai des émissions sur cette chaîne consacrées à la communication non violente. Je pense vraiment que c'est un bon exemple. C'est un exemple assez intéressant de ce qui se passe quand des structures d'idéologie libérale, capitaliste, etc. s'emparent comme ça d'une proposition individuelle, parce que la communication non violente, c'est une proposition d'un individu, tu vois, d'un cadre théorique et d'un truc, et qui a été complètement... Il y a un cadre pratique aussi, il n'y a pas qu'un cadre théorique. Ah bah, à la base, c'est un bouquin, c'est pas un... Il faisait des ateliers, il faisait des trucs. Oui, bien sûr, mais il t'invite à faire les exercices, il t'invite à appliquer la CNV, attends. Ce que je veux dire, c'est que la communication non violente, avant d'être des actes, c'est une idée, c'est une structure théorique, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les actes sont devenus subversifs de la théorie qui était censée les organiser, quoi. Puisque aujourd'hui, moi, je trouve que de base, il y a un côté apolitique dans ce que j'ai pu lire et voir chez Rosenberg.
Non, pas du tout. Donc Marshall Rosenberg, c'est le personnage à l'origine de ce truc bizarre qu'est la communication non violente. Et là, on va pas lancer un débat sur la CNV, mais ce que je veux dire, c'est que si la CNV est interdite des conférences gesticulées de l'ardeur, et si Franck Lepage dénonce la CNV, par exemple, comme faisant partie du développement personnel et de l'idéologie de la bienveillance, c'est parce que y a eu réellement une subversion et une récupération capitaliste, libérale et managériale de ces pratiques-là. Mais ça veut pas dire que ces pratiques-là, de base, elles étaient des saloperies capitalistes, quoi. Oui, ça je suis d'accord, mais c'était super facile quand même de les récupérer. C'était pas très compliqué de les récupérer et de les déformer. Je pense pas que de base, la théorie était très protégée de cette protection-là. Et du coup, pour moi, ça dit quelque chose de la faiblesse de la faiblesse théorique de la CNV à la base. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est pas un épisode sur la CNV, donc restons-en là, mais yes. on se fera un stream là-dessus. Ouais, je sais pas. On mettra un atelier de Marshall où il dit que c'est un instrument contre le patron, tu verras. Oh là là, avec la girafe et une coyote là. Oh, quel enfer. Moi, j'ai pas à aller donner des leçons aux Arabes dans les quartiers sur l'oppression qu'ils vivent. Moi, je la vis pas. Enfin, tu vois, c'est pas à moi de faire ça. Par contre, ça peut être à moi de convaincre des gens qui se destinent au travail social et qui se destinent à aller dans les banlieues faire je sais pas quoi pour leur dire vous avez bien réfléchi à ce que vous faites quand vous faites ça. Enfin, tu vois, un petit peu. On travaille plus avec les intermédiaires qu'avec le sous-prolétariat. Il a raison, ça s'est basé, tu vois, genre. Ouais, c'est super intéressant. C'est le travail, c'est le travail des concernés émancipés d'aller aider d'autres concernés à travailler à leur émancipation, quoi. Parce que dès que t'es dans un entre guillemets un mélange des genres, ça devient tout de suite très malaisant politiquement, quoi. Évidemment que. D'ailleurs, Franck Lepage, il en parle dans sa conférence, je sais plus laquelle, si c'est la 1 ou la 2. Où il explique que à un moment donné, il était éducateur en banlieue, quoi. Il était travailleur social en banlieue, et du coup, son boulot, c'était d'aller convaincre des jeunes de quartier d'aller à l'usine, quoi. Et il explique ça de façon très cocasse, quoi. Mais c'est la même logique, quoi. Genre si moi, avec ce que je suis, j'allais dans un quartier populaire pour dire à des personnes à regarder cette vidéo de Franck Lepage sur l'éducation, c'est ça qui va vous libérer. Bah en fait, oui. Je serais pas du tout ce serait pas du tout une posture efficace. Pour aller faire un travail politique d'émancipation, il faut connaître les gens, quoi. Et tu vois, même quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement aisé et bourgeois et qui a grandi dans le 16e à Paris, s'il a passé 30 ans tu vois, dans un quartier populaire à travailler avec les gens et qu'il a partagé leurs conditions, etc., moi, je pense qu'il devient légitime à faire ce travail-là. Ouais. Mais il faut avoir fait le parcours, quoi. Dire le travail social avec un projet politique, je pense que ça peut rendre fou aussi. Hein. Ah, tu peux te fatiguer aussi quand même. Si tu as des convictions radicales, que tu veux les avancer, je suis pas sûr que ça rende moins fou, quoi. Enfin, ça rend fou différemment, on va dire. Ça énerve. Ah bah, ça rend fou et c'est fatigant. Mais en fait, tout travail qui a une dimension, on va dire... déjà, tout travail rend fou et tout travail est fatigant. C'est le principe du travail. Sinon, ce serait pas du travail. On n'appellerait pas ça comme ça. Bah ouais, mais tu vois, ça encore à nouveau, c'est cette idée que on pourrait vivre et travailler d'une façon qui fait que tout est agréable tout le temps, etc., etc. C'est encore un paradigme de développement personnel et de capitalisme, quoi. Tu vois, l'épanouissement à travers le travail et tout. Non, le travailler, c'est chiant, quoi. C'est faire l'expérience de l'effort, ouais. Ben, mais il n'y a pas que l'effort, quoi, parce que le travail, c'est pas que de l'effort. Le travail, c'est de l'effort et des structures et des codes qui vont canaliser cet effort, on va dire, quoi. Et en fait, quand tu as la chance d'être quelqu'un qui, par exemple, a sa propre entreprise, et du coup, tu organises toi-même les structures dans lesquelles ton effort va prendre de la valeur, et ben, c'est super. Mais tu travailles quand même, et c'est quand même dur, quoi. Et ça fait peser sur toi d'autres
responsabilités et d'autres charges mentales. Et en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les profs qui croient à leur truc de prof, et c'est dur pour eux parce qu'en fait, ils sont sous-effectifs, ils ont pas de moyens pour travailler, et ça, c'est-à-dire que même le projet libéral du ministère de l'Éducation nationale, il est douloureux parce qu'ils leur donnent pas les moyens de le faire. Ils peuvent même pas faire le catéchisme républicain parce que les conditions de travail, elles sont horribles, en fait, quoi. Ouais. Tu vois, le problème serait différent si on avait un ministère de l'Éducation nationale dans lequel les gens sont super contents d'aller apprendre aux enfants qui doivent se soumettre au travail et qui ont tous les moyens de le faire et qui sont super efficaces à le faire. Le problème serait différent. Mais là, on a un problème dans le problème qui est que non seulement les profs reçoivent l'injonction de convaincre les enfants de se soumettre, mais en plus ils le font avec des moyens qui sont dérisoires et pathétiques, quoi. Ouais. Et du coup, démanteler le service public de l'enseignement au profit du privé, en fait, pour quelqu'un comme moi, c'est un peu difficile, parce que, si tu veux, moi je suis contre l'éducation nationale et je suis contre l'éducation lucrative d'un secteur privé. Moi, je suis pour une voie intermédiaire à ces deux trucs-là. Du coup, là, c'est encore une autre émission pour en parler, quoi. Mais t'as raison. Sacré casse-couille, hein. Ouais, sacré casse-couille. C'est une bonne définition. Précisément, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre en circulation des mots qui fabriquent des oreilles. Et donc, c'est beau, très... Et c'est pas beau. Ouais, des mots qui fabriquent des oreilles. Hein, on a aussi non mais c'est Francky, quoi, tu vois. Moi vraiment je le trouve insupportable, mais je le trouve génial en même temps, quoi, tu vois. Il y a vraiment cette ambiguïté du personnage là où le mec est un spectacle permanent, mais c'est un spectacle qu'on aime bien regarder. Putain, normalement tu vois, en théorie je devrais le détester, en fait je l'adore, quoi. Des mots qui fabriquent des oreilles, quoi. Trop bien. C'est beau. Des mots qui fabriquent des oreilles. Oh, après, il l'a peut-être volé, hein, mais c'est quand même bien dit. Il l'a peut-être volé. Ouais. Est-ce que c'est pas pédant? Est-ce que c'est pas de la distinction? Et est-ce que du coup, puisque l'idée c'est de mobiliser, est-ce que ça mobilise? Comme ça, par exemple, dans les... Regarde l'attitude, le non-verbal de Franck Lepage, il est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Non, mais voilà. Est-ce que des putains de conférences gesticulées de 5 heures, ça mobilise? Bah non, mais du coup, d'où le non-verbal de Franck Lepage, je pense. Il est crispé sur sa table. Ça doit être lui qui a écrit la phrase. Ouais, c'est clair. Incroyable. Première phrase du Capital, hein, les régimes dans lesquels fonctionne le mode de développement capitaliste. Ouais, le mec il cite Marx dans le texte, quoi. Mais oui, mais personne. Mais quand tu ouvres le Capital, tu comprends rien. Alors arrête, Franck. Ouais, mais il est en train de. Il est en train de défendre sa putain de phrase. Hein. Il est en train d'illustrer de façon magistrale la critique, en fait, qui lui est faite, quoi. Ouais. C'est-à-dire, les gars, pourquoi est-ce que vous usez d'un sociolecte qui vous rend inaccessible et insupportable? Et le mec, sa réponse, c'est citer Marx dans le texte. Remettre en route des termes comme accumulation, quelque part, devrait faire interroger, c'est ce qui t'arrive d'ailleurs, dire ce qu'il raconte. Non mais ça d'accord, non mais là pour le coup c'est de la langue de bois. Là pour le coup il manipule. Là pour le coup il manipule parce que moi j'avais l'impression que dans sa critique, le mec il pointait du doigt la syntaxe, il pointait pas le vocabulaire, il pointait la syntaxe, il pointait cette espèce de phrase de 3 km de long où on se perdait, où à la fin on se souvenait plus du début. Il pointait pas. Pour moi il pointait pas le vocabulaire. Enfin je suis pas sûr qu'il pointait le vocabulaire. Et là, du coup, il déplace un peu, il lui pose même pas la question, Lepage, il déplace, j'ai l'impression, la critique et il dit il faut remettre en scène certains mots, etc. Mais ça, d'accord. Mais après, tu peux les illustrer de manière un peu plus digeste. Tu vois, c'est rigolo. Je trouve vraiment qu'il y a un énorme parallèle entre cette phrase de 3 km de long qui défend et ces formats super long de conf. Donc oui, comme tu dis, ouais, il aime s'écouter parler, sans doute. Après, est-ce toujours un défaut à partir du moment où on aime l'écouter parler, quoi?
Et que parfois c'est la complexité aussi qui nous donne l'illusion que c'est de la langue de bois. Or c'est juste parce que, comme tu dis, il y a aussi un effort aussi à faire qu'on fait pas ou qu'on fait moins parce que les écrans, parce que Netflix, parce que plein de choses. Et cet effort aussi intellectuel, on le revendique aussi comme faisant. On est capable de le faire en fait tous quoi. Il n'y a pas besoin de. Mais c'est ça aussi le problème, tu vois. Je l'avais loupé cette phrase de. Mais oui, mais c'est ça le problème aussi de l'éduc pop, tu vois, c'est que il y a que des boomers là-dedans, quoi. Il y a que des vieux qui se méfient de tout, en fait, et ça, pour le coup, c'est une tech de prof, quoi. C'est un point de vue de prof. C'est dommage de terminer là-dessus, ouais. C'est vraiment triste de terminer là-dessus. Mais il y a un effort, un nouveau intellectuel à faire dont on a été déshabitué. Par l'école aussi, notamment. Hein. Mais nous, on est malins, on rend ça sexy avec les conférences gesticulées. Ouais, on essaye. Merci. C'est quoi ce chat là qui nous parle de Sarkozy là? Est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ça? Incroyable. C'était la fin de cette interview du coup? Ouais. Terminé sur une petite phrase. Le numérique c'est pas bien. Venez élever des poireaux avec nous. Je caricature, mais ça m'a un peu agacé. Bah ouais, on est presque là, quoi. On n'a pas fait que bitcher sur eux, mais bon. Bon, non, on a été plutôt même sympa, ça va, quoi. On a été sympa. On n'a rien dit de mal. Hein. On a été globalement sympa. Notre regard sur les conférences gesticulées, Franck Lepage, l'Ardeur et tout ça est un regard critique, mais bienveillant. On est sur une logique de soutien critique. Soutien critique. Bah ouais. J'ai pas grand chose à dire à part merci le chat, merci de nous avoir suivis. Et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était cool. C'était vraiment une. Attends, mais faut qu'ils comprennent quand même. Faut bien comprendre que c'était notre littéralement premier stream. Nous n'avions. En tout cas, moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, chouette que vous étiez là. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait 0 personne tout le long du truc.